D'accord. D'autres questions, Karim? Non, c'est bon, on peut enchaîner sur le tir. Bon, alors, sur l'aspect du tir, c'est un aspect qui pour moi est très, 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 très important. Et d'entendre vraiment que l'idée de la théorie, c'est pas du pipeau, hein. Vraiment, je tiens à le dire à chacun. C'est pas si simple que ça. Et d'entendre que moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé et je vais l'expliquer pourquoi. Parce que l'enseignement du tir aujourd'hui, que ce soit pour les plus jeunes, plus vieux, c'est très empirique. Ça a toujours été pour moi quelque chose de très empirique. Je peux me prendre en exemple. Quand j'ai appris à jouer au basket, on m'a appris à tirer, mais le coach qui m'a bien évidemment appris à tirer m'a appris à tirer comme son coach lui avait appris. Et, euh, et c'est quelque chose qui revient souvent. Et, euh, et de dire, moi, c'est quelque chose qui m'allait pas forcément. J'avais besoin d'avoir des explications, j'avais besoin de comprendre pourquoi certains étaient plus adroits que d'autres, j'avais besoin de comprendre pourquoi nous avions des gestuelles en fait qui pouvaient être différentes d'un joueur à un autre, alors avec des fois même un capital physique. J'entends bien, on n'est pas tous, bien évidemment, tous différents, on est tous différents, mais avec des capitales physiques euh, similaires. Et pourtant, on a des joueurs qui développent des tirs, des gestuelles totalement différentes, avec des gains très différents. Vous avez on a un petit peu cette idée, cette idée tout faite cette idée tout faite un peu sur le tir, très souvent en parlant d'esthétisme. Ça, c'est une réalité. On parle souvent de ça. Pourquoi? Parce que on assimile la réussite à, je sais pas, en tout cas un standard, alors que je pense que chacun, dans sa, en tout cas dans son quotidien, a pu voir peut-être des joueurs très adroits avec des gestuels peut-être des fois même atypiques ou des fois même des gestuels qui répondent totalement à ce qu'on nous apprend dans les écoles de basket. Donc en fait, vraiment cette volonté-là, elle est venue de là. Et ma principale finalement source d'inspiration a été Paul Doroshenko. Donc Paul Doroshenko en fait est, est un kinésithérapeute, ostéopathe, qui est également entraîneur dans le domaine du tennis et qui a écrit un livre qui s'appelle L'œil sportif, que je recommande à tout le monde, bien évidemment, et qui lui en fait a vraiment gratté et a totalement a essayé en fait de développer non pas un sujet sur de manière précise sur le tir, mais a essayé de comprendre pourquoi certains joueurs étaient plus efficaces que d'autres, pourquoi certains joueurs tenaient des postures différentes, pourquoi certains joueurs réalisaient certains gestes plus facilement que d'autres. Et il a essayé en tout cas de creuser. Il a fait, euh, il a fait une enquête sur, sur enfin en tout cas à l'époque en tout cas sur une grosse partie des joueurs de l'ATP, donc qui étaient dans le domaine du tennis, comme je vous disais. C'est un coach. Alors je dis un coach, pour moi c'est un peu un, pour moi il est coach parce que il est vraiment sur tous les aspects kinésithérapeute, je disais ostéopathe, donc ça lui donne une formation médicale, et puis sur l'aspect de l'entraînement et de la préparation physique parce il est également préparateur physique. Donc, il a vraiment réuni toutes les compétences pour pouvoir, euh, comment dire, avoir finalement une vue d'ensemble. Et il a notamment travaillé avec Roger Federer, c'était un des premiers coachs de Roger Federer, travaillé avec Pete Sampras. Alors, peut-être ça parle à certains, peut-être pas à d'autres, mais ça restait des joueurs dominants qui ont dominé pendant très longtemps le tennis mondial. Il a travaillé également avec, euh, avec Nadal et vu qu'il est en Espagne, avec d'autres joueurs espagnols. Donc pour moi, c'était une véritable source d'inspiration. Et au-delà de son livre, j'ai eu l'opportunité de travailler avec lui sur Lyon. Et c'est de là en fait que j'ai commencé à développer en tout cas cette théorie finalement parce que ça reste un aspect théorique sur le tir. Donc l'idée en fait, vous voyez le slide qui se trouve devant vous, vous avez en fait deux joueurs en photo qui sont Axel Bouteille et Dwight Hardy.
Loïc Tardy, qui est considéré un petit peu sur le circuit européen comme un spécialiste du tir. Et puis Axel Bouteille, qui maintenant est considéré aussi comme un spécialiste du tir par ses pourcentages de réussite. Mais vous voyez en fait deux joueurs finalement qui ont des pourcentages qui sont relativement similaires et pourtant avec vous voyez cette photo, elle montre deux postures assez différentes. Je vais vous expliquer un petit peu comment, pourquoi, vous voyez homogène, croisé, tout ça, je vais vous expliquer un petit peu mieux. Mais dans un premier temps, je vais essayer de vous dire que Paul et Doroshenko est parti sur le principe que nous avions ce qu'on appelle les latéralités. En fait, la latéralité, il faut entendre une chose, c'est alors comme ils le définissent un peu comme on va dire, c'est un ensemble de prédominances, on va dire particulière d'une partie symétrique du corps sur l'autre au niveau des mains, des pieds, des yeux, des oreilles. Je m'explique. Finalement, c'est la préférence que nous allons avoir pour un côté ou un autre, pour la gauche ou la droite. Latéralité, ça veut dire qu'il existe en fait des préférences, je vais vous dire préférences par exemple oculaires. Donc l'idée par exemple de parler de l'œil directeur. Donc on a alors qui peut-être ça va être l'œil gauche ou l'œil droit. On a également une préférence manuelle. Elle vous paraît plus évidente, c'est l'idée de dire finalement est-ce que je suis droitier ou gaucher. Je réalise dans mon quotidien des tâches finalement les tâches les plus importantes de mon quotidien, je vais les réaliser donc par exemple de ma main droite, ce qui fait de moi par exemple un droitier. Vous allez aussi avoir une préférence podale, par exemple. Voilà, j'ai tendance à taper sur le ballon. Je vous dis un peu tout et n'importe quoi, mais l'idée de dire je tape le ballon avec mon pied droit. Et puis vous allez même avoir, quand on parlait de parties, l'idée de parler des parties symétriques, il y a ces parties symétriques, il y a également au niveau des oreilles, on va avoir une préférence oculaire. On va avoir également une préférence cérébrale, puisqu'on dispose de deux hémisphères. Donc, vous voyez, finalement, Paul est parti finalement de ce constat-là, et qu'on a forcément une préférence. Mais donc, ça veut dire que si on a une préférence, il faut entendre que dans la réalisation finalement d'un geste technique, on ne peut pas finalement faire semblant de ne pas savoir sa préférence. Donc, finalement, proposer un geste proposé finalement de manière basique, voilà comme on tire, comme je vous parlais tout à l'heure, de manière hyper empirique, de dire, voilà, tu vas aligner ton pied de cette façon-là, ta main, ton bras, enfin, bref, de cette façon-là, à tout le monde, finalement, ça n'a pas réellement de sens pour moi. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, quand on parle de ces latéralités, donc évidemment, pensez bien, ça ne tombe pas du ciel, c'est des enquêtes qui ont pu être faites sur des cas. Vous avez un entraîneur, notamment dans l'escrime, comme Guy Azimar, qui a travaillé aussi sur cet aspect-là, qui a travaillé à l'INSEP, qui est dans le domaine de l'escrime également. Qui finalement a développé l'idée que nous avions ces préférences-là. Donc aujourd'hui, quand on finalement décide de tirer, pour vraiment faire, pour éviter de rentrer trop dans les détails, quand finalement on apprend à tirer, on doit tenir compte de ses préférences. Et pour moi, finalement, il y a finalement deux préférences qui prédominent, qui sont vraiment importantes. On est dans un sport, le basketball, ça reste un sport d'adresse. Donc finalement, donc je pense que parler des pieds, c'est peut-être pas forcément ce qui est prioritaire quand on va devoir travailler le tir. Ce qui va peut-être être prioritaire, c'est le travail que l'on va faire de manière évidente avec la main, puisque aujourd'hui, voilà, on ne lance pas son ballon avec la tête, de manière générale. Donc forcément, on utilise cette main. Et puis, il va y avoir également, vu qu'il y a un travail de vision, un travail d'adresse, donc on va forcément parler de la préférence oculaire, donc de l'œil. L'œil et la main, pour moi, ce sont deux éléments fondateurs. Alors, ça paraît, quand on l'explique de cette façon-là, ça paraît être une évidence. Mais maintenant, quand on rentre dans le détail, l'idée, c'est de dire, mais ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une préférence oculaire et que j'ai une préférence manuelle. La préférence manuelle, en général, j'ai envie de dire, quand vous avez plus de 7-8 ans, vu qu'on est sur des coordinations définitives, en général, on a une idée finalement si on est droitier ou gaucher.
Mais l'œil, c'est quelque chose, par exemple, dont on parle très peu. Et je vais un petit peu m'expliquer là-dessus, d'essayer de faire comprendre aux gens ce qu'est finalement l'œil directeur ou l'œil dominant, parce que c'est deux termes qu'on retrouve en général. L'idée, c'est de dire, finalement, malgré les similitudes qu'on a, en fait, nos deux yeux finalement n'ont pas la même fonction. L'idée, c'est de dire que finalement, l'œil directeur, comme je vous disais, qu'on peut appeler dominant, l'idée, c'est de dire qu'il va définir, cet œil dominant, il va définir un axe de vision. Et finalement, l'autre œil, il va être, je peux dire, il va être complémentaire. Et finalement, en superposant finalement ces deux images, eh ben, le cerveau va réussir à créer à recréer en perspective finalement une image en 3 dimensions. Mais forcément, ce que j'essaie de dire, c'est que l'œil directeur, lui, va déterminer l'axe de vision. Et ça aujourd'hui, c'est primordial. Vous allez mieux comprendre par la suite. Et forcément, une fois que j'ai déterminé mon axe de vision, donc vous trouvez, il y a plein de tests qui existent, que vous pouvez trouver sur Internet. Vous ouvrez, il y a un test notamment où vous allez simplement ouvrir les deux yeux, placer un de vos doigts voilà, devant un objet afin de le masquer. Et puis à tour de rôle, fermez chacun de vos yeux. Et l'œil dominant est celui qui ne change pas la position de l'objet par rapport au doigt. En général, je vous le dis vraiment de manière très générale, l'œil directeur correspond souvent à la main dominante. Donc, finalement, si moi je suis droitier, il y a de fortes chances que mon œil dominant soit le droit. C'est un peu ça l'idée. Une fois finalement que j'ai pu déterminer ces deux aspects-là, moi, ce que je vais tenter de faire, c'est de déterminer une posture. Et d'essayer de comprendre que finalement, si j'ai un œil, et là c'est important, finalement j'ai un œil qui correspond, un œil droit, donc qui correspond finalement à ma main dominante droit, je vais être ce qu'on appelle un joueur homogène. Et puis il va arriver, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, des joueurs qui vont avoir par contre un axe de vision qui va être à l'opposé de leur main dominante. Et j'ai de nombreux exemples à vous donner, mais qui vont par exemple avoir une main dominante droite, mais par contre qui vont avoir un axe de vision gauche. Et là, par contre, pour moi, vous avez une autre posture. Donc finalement, vous avez deux postures possibles. Vous avez une posture pour les joueurs homogènes, donc ce que l'on apprend de manière très basique dans les écoles de basket, à savoir d'essayer d'amener légèrement, par exemple, son pied droit vers l'avant, on va dire pour un homogène droit, donc même œil, même main, droit. On va lui demander d'aligner, par exemple, sa main avec son genou. On va lui demander également son pied, son genou, son épaule, et de rester finalement, même si on en parle très peu dans les écoles de basket, de rester dans l'axe de vision droit. Donc, c'est le cas de Dwight Hardy. Et c'est assez, sur cette photo, c'est assez intéressant parce que c'est assez flagrant. Vous pouvez même quasiment observer une rotation, finalement, pour un homogène droit, une légère rotation d'épaule, en fait, de droite et même au niveau des hanches, de droite vers la gauche. Et ce qui est intéressant, en exagérant, on pourrait même dire que c'est une forme de tir de profil, quelque part, de manière vulgaire. Et puis, vous avez, comme je vous disais, ce joueur qui, par contre, lui, va être croisé et va utiliser finalement son axe de vision gauche et va devoir tirer de la main droite. Et là, vous avez Axel Bouteille. Vous avez d'autres joueurs comme Joe Roussel, pour ceux qui connaissent sa mécanique de tir qui est un peu particulière, mais qui explique assez largement ce que je vous dis. Et vous avez Axel vous voyez, qui sur la même situation de tir, vous voyez un petit peu le placement un peu de ses épaules. Donc, on observe beaucoup moins d'orientation au niveau de ses épaules et de ses hanches. Et puis surtout, on a un ballon qui est beaucoup plus, alors là, peut-être de cet angle, on ne le voit pas, mais beaucoup plus dans l'axe du corps. Je m'explique. Finalement, vous allez avoir une posture homogène, comme je disais, de profil. Et puis finalement, vous allez avoir une posture de croisée. Et de manière très évidente, vous allez devoir amener en fait le ballon. Il faut que le ballon, malgré le fait que vous soyez droitier, va devoir finalement se rapprocher de l'axe de vision gauche, puisque vous observez, en tout cas, vous avez votre axe de vision est à gauche. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est d'amener le ballon finalement dans l'axe, en tout cas, vous rapprocher de l'axe du corps.
Donc, c'est ce qu'on a tenté de faire, en tout cas, avec Axel Bouteille. C'est d'amener le ballon, finalement, d'amener l'idée de tirer plutôt dans l'axe du corps que de rester, en fait, dans l'axe de vision droit, alors qu'il utilisait son axe de vision gauche. C'est un peu ça. Vous avez, de manière exagérée, vous avez Durousset qui va avoir tendance clairement à mettre son ballon à gauche pour tirer. Et donc, de revenir finalement, en étant droitier, de revenir sur son axe de vision gauche. Et puis, vous allez avoir Lonzo Ball qui a quasiment cette façon de tirer également et qui, des fois, en ce moment, essaye de revenir un peu plus dans l'axe du corps. Mais vous allez avoir finalement deux types de tireurs pour moi, deux types de postures. Pour faire très simple, deux types de postures. Et c'est très important. Pour moi, c'est très important. Je ne peux pas commencer un travail sur le tir sans avoir à déterminer toutes ces choses-là. Vous avez vu sur le scouting, je l'ai noté. C'est-à-dire sur le scouting, j'ai noté le profil de chacun. Et pour moi, c'est un aspect très important. Donc finalement, le joueur homogène, il présente la même latéralité pour l'œil et la main. Et finalement, le croisé, lui, présente une latéralité différente pour l'œil et la main. J'espère que, voilà, Karim, ça paraît clair pour toi? Karim, Attends, oui. Karim, ça paraît clair pour toi là-dessus, sur ces aspects-là? Ouais. D'accord, super. Donc, je continue. Donc, déterminer les latéralités, finalement, nous permet de déterminer deux postures, mais ces postures-là, nous ne pouvons les déterminer qu'à condition de connaître son œil directeur, finalement, et sa main, j'ai marqué tireur, sa main dominante. Je continue. Le deuxième aspect sur le travail du tir qui me paraît très important, c'est la coordination. C'est vraiment des étapes. Alors, pour moi, c'est vraiment. Pour moi, il apparaît comme un process. Et l'idée, c'est de finalement contrôler. Alors, quand je dis contrôler, c'est très important. La coordination, il faut entendre une chose en fait sur la coordination, c'est que finalement, la coordination, elle est d'autant plus facile à travailler, forcément, quand on est plus jeune. Quand on a moins de 10 ans, vous entendez bien, c'est beaucoup plus facile de travailler ce type de choses. Parce que la coordination, finalement, c'est la capacité à réaliser des gestes de manière précise, de manière intentionnelle, mais j'ai envie de dire avec vitesse, avec et fiabilité, c'est un peu ça l'idée. Mais c'est ça la coordination motrice. Mais par contre, ce qu'il faut entendre, c'est que plus vous avancez dans l'âge, donc aujourd'hui, quand vous êtes avec des jeunes, cet aspect, si vous désirez travailler la coordination, vous aurez forcément un gain plus important. Par contre, quand vous allez travailler avec des jeunes joueurs, j'ai envie de dire, qui passent par justement cet aspect, la puberté par exemple, même pas par exemple, la puberté, vous avez des joueurs qui changent en termes, qui vont changer sur la taille, qui vont changer sur le poids. Donc c'est des joueurs où le corps en fait change. Donc forcément, la coordination va pas forcément être si évidente que ça. Le travail en tout cas autour de la coordination ne va pas être si évident que ça. Et c'est pour ça qu'à partir de cet âge-là, il faut vraiment être, pour moi, et ensuite bien évidemment après en tant qu'adulte, il faut être sur des schémas, mais il faut être sur des schémas de coordination très précis. Pour moi, sur le travail du tir, j'ai choisi un schéma de manière très précise qui est l'idée en fait que tout le monde connaît un peu à travers l'utilisation en fait pour moi d'un élément que j'utilise en fait que j'utilise au quotidien, ce qui est la chaise. Donc avec cette idée finalement de développer une coordination autour de la chaise, donc dans l'idée finalement d'être assis et de savoir se relever, donc vraiment dans l'idée de travailler sur la coordination que nous allons avoir entre les membres inférieurs et supérieurs, parce que pour moi c'est un schéma de corps, en tout cas ce schéma-là se rapproche de manière réaliste de ce qu'on va réaliser au niveau du tir. Et l'objectif à travers cette coordination, parce que l'objectif n'est pas seulement d'être coordonné, donc l'idée de coordination, vous vous souvenez, l'idée de transmission des forces, mais l'idée, ça va être à terme de développer la vitesse et la souplesse. C'est important parce que pour moi, la vitesse et la souplesse, c'est ce qui va nous permettre à un moment donné
de ne pas être, entre parenthèses, dans le rapport de force avec son tir et de pouvoir travailler quelle que soit la distance à laquelle nous allons devoir tirer. Je m'explique. Pour moi, la vitesse et la souplesse, c'est la réponse. C'est la réponse à la distance. Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé à quelques reprises d'être avec des joueurs qui étaient en difficulté avec leur tir, notamment à longue distance, parce qu'ils avaient toujours ce feeling, cette sensation qu'ils étaient très loin. Et donc, de ce fait, dans la réalisation de leur tir, la coordination était, j'ai envie de dire, imparfaite parce que trop de bras, donc ils avaient tendance à pousser un peu plus avec les bras, à pousser un peu plus avec les jambes. Et donc, on est dans une coordination qui ne fonctionne pas. Et donc, l'idée, c'est de dire, on va travailler sur ce schéma-là. Pour moi, en tout cas, j'ai travaillé autour d'un schéma. Je n'ai pas essayé de dégager plusieurs choses quand on souhaite travailler la coordination coordination motrice d'une manière générale. Je me suis dit, on est sur un aspect très précis qui est le tir. Donc, il faut que je dégage un schéma très précis, en tout cas un exercice assez précis pour travailler cette coordination et que surtout le joueur puisse se l'approprier dans le quotidien afin qu'il puisse travailler sa vitesse et sa souplesse. Donc, vous voyez une vidéo. Donc, c'est une vidéo qui date de quelques années où je suis dans une salle privée en fait, du côté de Houston avec Ken Bamonte, où on travaille justement sur ces aspects-là. Alors, on était vraiment au début. Vous voyez, il y a des choses, il y a des petits détails qu'on ne repère pas, mais le fait qu'il ait du mal à finir sur les pointes de pied, malgré le fait qu'il réussisse son tir. Et là, on voit de manière très claire la coordination, en tout cas le schéma de coordination que j'essaye de mettre en place avec lui. Une fois que l'on a déterminé en tout cas cette coordination, il va falloir qu'on intègre la posture. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi que de travailler autour du lancer franc? Vous voyez, comme je vous disais, c'est vraiment un process. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de travailler autour du lancer franc? Pourquoi? On est sur un exercice que le joueur va bien évidemment faire dans son quotidien, mais on est également sur un exercice sans opposition. Donc finalement, ça donne du sens aussi, parce qu'il faut donner du sens à ce qu'on fait. Et résultat des courses, on va pouvoir en fait finalement intégrer la posture au travail de coordination que l'on aura fait avec le joueur. Et là, on obtient, donc là vous voyez à l'époque JB Maille, Jean-Baptiste Maille qui vient de signer au club de Strasbourg, où l'idée était de dire, j'ai même vraiment mis volontairement des vidéos très courtes, mais l'objectif en fait était de permettre aux joueurs, à un moment donné, de pouvoir repérer les étapes du travail que l'on va faire ensemble. Et donc là, clairement, ce que l'on va tenter de faire, c'est de vraiment travailler sur ces aspects donc, de posture. Donc là, on est avec un joueur qui est homogène. Donc, on va devoir être, comme jouer sur l'axe de vision droit, puisqu'il est homogène droit. Donc, de la même façon, il va falloir intégrer cette posture. Alors, quand on intègre la coordination, on doit forcément être sur les aspects de comment lever les coudes, à quel moment, comment, mais on est exactement sur les mêmes repères que l'on a eu avec la chaise. Les épaules inclinées vers l'avant, enfin, voilà, des choses, je ne vais pas dire basiques parce que je pourrais rentrer vraiment dans le détail, mais ça pourrait durer 1 heure de plus. Mais j'espère que je me fais comprendre en tout cas. L'idée en tout cas, c'est d'avoir un process. Donc une fois qu'on a intégré la posture, donc on travaille autour du mouvement du tir et bien évidemment on utilise le lancer franc pour s'exercer. Alors, je ne parle pas de ces aspects basiques qui sont la main, le fouetté, parce que pour moi c'est des choses c'est des choses évidentes. C'est des choses évidentes et bien évidemment l'effet rétroactif, la trajectoire du ballon. Mais aujourd'hui, sans cette posture et sans cette coordination, c'est un petit peu comme si c'est un peu pour moi les rails.
Et une fois que vous avez posé les rails, ben, c'est beaucoup plus facile de me faire marcher le train, quoi, tout simplement. Et ensuite, oui, j'entends, parce que c'est une remarque qu'on m'avait fait, oui, mais c'est très important. Bien évidemment que c'est très important. Mais j'ai envie de dire, c'est quelque chose que tout le monde sait déjà. Et que la trajectoire de tir est importante, que bien évidemment, par le fouetté du poignet, on va obtenir un effet rétroactif. Ça, c'est une évidence. Et je vais même aller plus loin. Tous ces aspects-là, vous pouvez les travailler avec le tir, mais vous pouvez également le travailler en travaillant la dextérité, en travaillant le dribble dans le quotidien. Si vous souhaitez avoir un gain vraiment important, un minimum, entre parenthèses, sur un temps très court. Donc voilà, pour moi, c'est des évidences, c'est pour ça que je n'en parle pas forcément. Ensuite, on va intégrer, et ça c'est très important, on va commencer à travailler avec des courses et commencer à comprendre qu'il faut, je m'explique, qu'on va devoir en fait travailler sur les angles de passe. C'est très très important parce que très souvent on travaille sur quelque chose de basique. Quand on travaille le tir, on a un passeur qui va en fait rester dans l'axe du tireur, qui va lui passer la balle et ensuite qui va tirer. Donc oui, cet aspect-là, bien évidemment, sur des échauffements, c'est une évidence qu'il faut travailler, quand je dis travailler, qu'on va venir sur ces aspects-là. Mais il faut également entendre que la réalité est tout autre. C'est que ces passes-là n'existent pas finalement dans le jeu. Elles n'existent pas. Et que la réalité, c'est qu'il va falloir en fait travailler en priorité sur les angles, travailler en fait finalement travailler sur les passes, donc désaxer les passes au final, parce que pour moi, on va pouvoir avoir l'opportunité de travailler sur les rotations du corps. Et je dis body language parce que c'est tout ce qui va toucher à la préparation du tir, parce qu'il faut une attitude quand on observe, quand on a capté le fait de pouvoir, en tout cas qu'on a lu l'information sur le fait qu'on pouvait recevoir le ballon, il faut mettre clairement le corps en action. Il faut que le corps parle. Donc c'est l'idée un peu de parler de body language, mais il faut entendre également que dans la réalisation d'un tir, il y a ce qu'on appelle les rotations du corps. Et ça, je reviendrai sur ce dernier aspect, mais c'est très, très important. Désaxer les passes. C'est très important parce que c'est la réalité. C'est-à-dire que il faut très vite. Alors les courses peuvent être plus courtes, on peut travailler tous d'une manière différente, mais l'objectif, c'est qu'une fois qu'on a travaillé sur la posture, qu'on a intégré, qu'on a la coordination, qu'on a intégré la posture pour avoir le mouvement du tir, derrière, bien évidemment, on va devoir travailler avec un passeur. Et là, il va falloir travailler tous ces aspects-là, c'est-à-dire, comme je le répète encore, il va falloir apprendre à attraper la balle. Mais quand on va attraper la balle, le corps va forcément exécuter des rotations. Et vous allez voir que des fois, les rotations, selon le fait qu'on soit homogène droit, homogène gauche ou encore croisé, sont très différentes. Et il faut en prendre. Alors l'idée, elles sont différentes, mais il faut en prendre conscience quand on travaille avec le joueur. Parce que ça peut expliquer des échecs et ça peut permettre aussi d'orienter, en tout cas de manière beaucoup plus précise, le conseil. Donc, l'intégration des passes, très importante. Étape suivante. Donc, on le voit avec Nicolas Lang, où là, on est clairement avec un joueur qui est homogène, droit. Donc, vous voyez sur l'aspect, sur cette course, donc, vous voyez le ballon, en fait, est totalement, OK, le ballon est face à Nicolas Lang, mais en fait, il est totalement désaxé par rapport à ce qu'il va devoir, par rapport au tir qu'il va devoir réaliser face au cercle. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un joueur, comme je le répète, on a un joueur avec une posture homogène droit, et forcément, il va exécuter une rotation de corps. Cette rotation de corps, quand on est homogène droit, c'est une évidence, on va la réaliser, en tout cas homogène droit, les épaules et les hanches vont réaliser une rotation de droite vers la gauche. Si vous êtes homogène gauche, vous allez avoir une rotation de hanches et d'épaules de gauche vers la droite. Là, on est sur quelque chose de relativement simple. Pourquoi ? Parce que quand il réalise, désolé, souci technique, quand il réalise son tir,
il faut bien entendre une chose, c'est que quand il fait sa course, bien évidemment, on va dire que le corps, sur l'attrapé du ballon, est sur une rotation qui va aller de gauche vers la droite. Donc, bien évidemment, en tout cas, un homogène droit va avoir un tir qui aura tendance, dans son mouvement du tir, à aller comme je le disais, de droite vers la gauche. Et là, on se retrouve avec un joueur qui, en plus, exécute une course qui va l'amener justement à saisir la balle et en tout cas à pivoter de droite vers la gauche. Donc, tout va dans le même sens, tout sans exception. Donc, forcément, on a une forme de confort. Et quand vous allez interroger votre joueur, il va vous dire « Oui, je suis confortable, c'est même facile à réaliser. » Donc, c'est ce qu'on voit. C'est pour ça que, je vais m'expliquer, je vais donner plus de détails après, les rotations de corps sont essentielles. Bien évidemment, ensuite, l'étape suivante va être de contextualiser. Contextualiser, ça veut dire intégrer la vitesse, forcément, et intégrer les situations. C'est très important, comme je vous disais, le travail individuel, il ne se fait pas toujours de manière individuelle avec un joueur, il peut se faire aussi par groupe, mais qu'à condition, quand je dis 2, 3 par groupe, mais bien évidemment avec des objectifs qui sont très clairs et très précis. Donc, ce qu'on voit par exemple sur des situations, ce type de situation de tir, vous voyez, on discutera encore là sur le dernier slide des rotations de corps, de mettre en fait en place dans le quotidien des situations que le joueur, sur du pick and pop comme vous voyez, ou sur des situations où le joueur va devoir revenir dans l'axe pour renverser par exemple, pour faire de manière très simple, mais des situations que le joueur, comme vous avez pu voir, ou que le joueur va pouvoir réaliser dans son quotidien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, c'est très important parce qu'il faut que le joueur contextualisé, c'est du déjà vu, du déjà vu, du déjà vu. C'est ce que vous devez amener en tout cas comme notion au joueur. Quand il va arriver le jour du match, il doit être toujours dans ce déjà vu, ce déjà vu. Je vous le répète encore, là vous voyez des tirs, évidemment sur du 1 contre 0, comme je vous disais sur mes concepts d'entraînement, donc également du travail en opposition, mais tout sera toujours scénarisé. Je continue sur ce dernier aspect, mais vraiment parce que je voulais revenir sur les rotations du corps, c'est d'essayer de faire comprendre en fait aux gens que je vous ai mis 2 vidéos, donc celle-ci que vous avez vue tout à l'heure, où vous avez un joueur qui va réaliser, encore une fois de plus, une rotation parce qu'il est homogène dans le mouvement de son tir, parce que, comme je vous disais, il est sur un axe, il a un axe de vision droit, il va avoir tendance à amener une rotation. Quand il amène une rotation de droite vers la gauche. Donc forcément, le sens de sa course, forcément quand je dis le sens de sa course, c'est-à-dire au moment où il va devoir pivoter, s'arrêter et pivoter, ça reste grossier, mais il a également là, sur ce que vous voyez sur cette vidéo, vous avez une rotation de corps qui va dans le même sens, donc sensation de confort. Là, vous vous retrouvez dans une situation où il va s'arrêter, il va pivoter et là, il va effacer et pivoter sur le pied gauche. C'est intéressant parce qu'on était sur ce qu'on appelle un engagé sur la situation précédente et pourtant sur le même pied, mais là, on est sur une rotation qui est totalement différente. On est sur une rotation qui va aller de gauche vers la droite. Une rotation de corps qui va de gauche vers la droite. Et pourtant, on a un joueur qui est homogène droit, qui va avoir tendance dans la réalisation de son tir à avoir ses épaules et ses hanches à aller sur une rotation de droite vers la gauche. Et donc, c'est là où moi, j'appelle un petit peu cette notion de torsion, cette notion finalement de torsion qu'on peut assimiler au gainage, c'est-à-dire qu'on a 2 forces qui s'exercent. C'est-à-dire une course qui est réalisée avec un démarquage et un pivoté qui ne répond pas forcément à la rotation que le joueur va exécuter dans son tir. Et là, vous allez devoir avoir un joueur qui va faire, pour moi en tout cas, c'est là où on peut parler de gainage, parce que pareil, quand on emploie le mot gainage, c'est quelque chose des fois qu'on balance un peu comme ça, n'importe comment, dire bon, il faut être gainé pour savoir tirer. Pourquoi doit-on être gainé pour savoir tirer? Parce qu'on va être sur des situations où des fois le corps va être en torsion. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous allez avoir une course, un pivoté qui va, en tout cas un sens qui va aller contre les rotations, en tout cas l'inverse des rotations du corps. Et ça, c'est très important d'en parler. Et par contre, comme je le disais précédemment, vous allez avoir une harmonie finalement motrice, c'est-à-dire finalement tout va aller dans le même sens. C'est pour ça qu'il est très important de parler de la rotation des hanches et de la rotation des épaules. J'espère que j'ai pu réussir à me faire comprendre parce que c'est un exercice pour moi qui est extrêmement compliqué
notamment par ce moyen-là, parce que je suis beaucoup plus, pour moi, c'est beaucoup plus facile de l'expliquer sur le terrain. Mais toutes ces informations vous permettent en fait à un moment donné de donner beaucoup plus de justesse sur l'intervention que vous allez faire au niveau du tir. Je vous le répète, le tir, ça a toujours été pour moi quelque chose d'assez empirique et le fait d'avoir travaillé de cette façon-là sur le tir m'a permis finalement d'amener beaucoup plus de précision et d'expliquer des échecs ou des réussites. Je prends l'exemple de Sékou Doumbouya. Sékou Doumbouya, avant de venir à Limoges, tirait comme un croisé. Alors que ses préférences oculaires, ses latéralités étaient, étaient plutôt homogènes. Donc, on a dû changer la posture. Axel Bouteille tirait comme un joueur homogène alors qu'il était croisé. Alors qu'il lui-même avait conscience qu'il visait qu'il avait un axe de vision à gauche. Quelque chose qu'il avait déjà, par exemple, lors de sa formation à Chalon, qu'il avait déjà compris. Voilà, l'idée c'est ça. Et ensuite, derrière, bien évidemment, quand je vous ai parlé de contextualiser, après c'est fini. Après, finalement, vous donnez du sens. En tout cas, par ce travail-là, vous donnez du sens au travail que vous allez faire avec votre joueur. Ça donne du sens. Donc finalement, dans toutes les situations, il comprend. Et même des fois, j'ai envie de dire, une fois qu'il a compris les étapes, une fois qu'il a compris finalement la manière dont on va travailler, et qu'il comprend ce concept-là, ensuite de lui-même, il va réussir à corriger, il va réussir à… Même des fois, ça va amener des questionnements qui sont intéressants. Et en tout cas, ça permet toujours pour moi, en tout cas aux joueurs, de mieux s'approprier le travail qu'on va faire dans le quotidien. Et pour moi, c'est un travail qui a plutôt porté ses fruits, puisque voilà, avec une grande partie des joueurs avec qui j'ai travaillé ce type de choses, ça a plutôt bien fonctionné. Et pour moi, je le répète encore, vraiment, ma source d'inspiration, elle est venue d'un autre sport, elle est venue d'une personne Paul avait déjà travaillé avec Antoine Rigaudot, mais ça a été vraiment c'était un véritable éclairage sur le travail du tir pour moi. D'accord. Voilà.